Les manœuvres terrestres de Tsahal commencent et la pression sur l'organisation terroriste du Hamas augmente d'heure en heure. Regardons ensemble quels sont les détails de l'évolution attendue du conflit dans la bande de Gaza. Les forces de défense israéliennes progressent à Rafah dans le but d'étendre la zone de sécurité dans la partie sud de la bande de Gaza, les forces opérant actuellement dans le quartier El Jenin de Rafah. Un incident inhabituel s'est produit dans la partie centrale de la bande de Gaza. Une explosion s'est produite près d'un bulldozer de Tsahal, un D9. Il pourrait s'agir d'un vieil engin explosif. Après l'explosion, des terroristes ont tiré des mortiers sur nos forces, qui n'ont pas été blessés et ont riposté. Les forces de Tsahal sont également attaquées par des mortiers dans la partie sud de la bande de Gaza. En réponse, le porte-parole de Tsahal en arabe a lancé un appel urgent aux habitants pour qu'ils évacuent la zone. Parallèlement, l'armée de l'air a frappé 40 cibles dans la bande de Gaza au cours du week-end. Malgré ce genre d'incident, Israël intensifie sa pression militaire. Quelques jours après la reprise des combats dans la bande de Gaza, les négociations sont toujours bloquées. Mais des sources politiques affirment que l'opération atteint son objectif, car la pression militaire et humanitaire accule le Hamas. Dans le même ordre d'idées, les citoyens protestent à Gaza et se heurtent à la résistance du Hamas, qui a lancé une opération visant à réprimer les manifestations, convoquant les notables et menaçant d'exécution quiconque oserait protester, tout en essayant de donner l'impression qu'un cessez-le-feu est proche, afin d'empêcher les manifestations. La pression s'accroît également dans l'arène nordiste, les Israéliens posant la question suivante: le sort de Kiryat Shmona, une ville israélienne, est-il le même que celui de Beyrouth, la capitale du Liban? Israël change l'équation concernant les tirs de roquettes du Liban vers le territoire israélien et frappe des cibles du Hezbollah à Beyrouth avec le soutien des Américains, tout en imposant de nouvelles sanctions au Hezbollah. De son côté, une source proche du Hezbollah a déclaré que l'organisation n'avait pas répondu aux premières frappes à Beyrouth depuis 4 mois. Toutefois, après avoir reporté le discours prévu pour vendredi, le secrétaire général du Hezbollah, Naïm Qassem, s'est exprimé en l'honneur de la journée mondiale d'Al-Quds et a transmis des messages menaçants à l'égard d'Israël, tout en soulignant que l'organisation était attachée à l'accord de cessez-le-feu. Dans son discours, il a affirmé qu'Israël avait franchi les lignes rouges et a appelé l'État libanais à agir contre les frappes sur son territoire. Mati Shoshani, analyste principal de TBN pour le Moyen-Orient, nous expliquera ce qui se passe dans notre voisinage, le Moyen-Orient, à l'approche de moments décisifs concernant l'Iran. Dans les mois à venir, les États-Unis mèneront des négociations indirectes avec l'Iran, tandis que des discussions sont en cours avec Israël, une option militaire pour gérer le programme nucléaire iranien. Pendant ce temps, la campagne américaine contre les Houthis au Yémen se poursuit et s'intensifie. Le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré que les Houthis avaient demandé une pause après presque 2 semaines de frappes continues. Cependant, les Houthis n'ont pas cessé de menacer le transport maritime mondial et ils ont également continué à tirer des missiles balistiques sur Israël, y compris un missile ce matin. En fait, il semble que pour les Houthis, tout se passe comme si de rien n'était. Plus près de nous, l'organisation terroriste Hamas continue de jouer son jeu de guerre psychologique contre Israël. Le groupe terroriste a exprimé son accord avec la proposition de cessez-le-feu en échange de 5 otages. Un nouveau signe de vie a été publié par l'un des otages, Elkana Burbut, et le Hamas a transmis des informations sur l'état de santé de l'otage Idan Alexander. Au cours des dernières 24 heures, Tsahal et le Shin Bet ont annoncé qu'ils avaient retrouvé des restes de l'otage décédé, Menachem Godar. Nous avons beaucoup à dire aujourd'hui, alors plongeons dans les détails. Je m'appelle Yair Pinto et voici votre rapport Boots on the Ground sur ce qui se passe en Israël le jour de la guerre contre le Hamas, le Hezbollah, les Houthis au Yémen, les milices chiites en Irak et tous les autres groupes armés de la région qui agissent sous le commandement du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran qui est à la tête de l'axe du mal dans la région. Avant de commencer, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner afin de connaître la vérité en temps réel et de ne jamais manquer un autre épisode de Boots on the Ground.
Samedi soir, les forces de l'armée israélienne ont entamé des activités terrestres dans le quartier d'El Jenin à Rafah, dans le but d'étendre la zone de sécurité dans la partie sud de la bande de Gaza. Au cours de cette activité, les forces ont détruit des infrastructures du Hamas et ont éliminé une équipe qui était impliquée dans des tirs de mortier sur le territoire de l'État d'Israël. Tsahal poursuit ses activités dans plusieurs autres zones de la bande de Gaza, s'efforçant d'élargir la zone où les forces sont déployées. Cependant, Tsahal n'a pas entamé de manœuvres à grande échelle à l'intérieur des zones bâties de Gaza, se contentant d'opérer en marge des zones peuplées. Cependant, au cours du week-end, l'armée de l'air a frappé 40 cibles à l'intérieur de Gaza, y compris des lance-roquettes et des bâtiments où des activités du Hamas ont été observées, ainsi que des chefs terroristes individuels. Bien entendu, nos forces ont également été attaquées à l'intérieur de la bande de Gaza et, selon l'unité du porte-parole de Tsahal, 3 obus de mortier ont été tirés sur les troupes de Tsahal opérant dans les environs de Khan Younes au cours du week-end. Par ailleurs, un bulldozer lourd D9 a sauté sur une mine dans la région, mais là encore, cet incident n'a fait aucune victime. En réponse, le porte-parole de Tsahal en arabe, le colonel Avichai Aderi, a publié un communiqué dans lequel il déclare « Pour les habitants de Gaza qui se trouvent dans la région d'Absan el-Karara et de Koza, il s'agit d'un avertissement avant une attaque. Les organisations terroristes lancent régulièrement des roquettes à partir des citoyens. Cette zone a été avertie à plusieurs reprises. Pour votre sécurité, vous devez immédiatement évacuer vers l'ouest, vers les abris de la zone de Mawassi. » Par la suite, le porte-parole de Tsahal a déclaré qu'une position de lancement de mortiers dans la région avait été abattue. Dans le même ordre d'idées, les tentatives pour relancer les négociations sur la libération d'otages, ou du moins pour réduire l'écart entre les positions des deux parties, ont jusqu'à présent complètement échoué. Alors qu'Israël exige l'adhésion au cadre de l'envoyé spécial du président Donald Trump, Steve Witkoff, le Hamas insiste sur un accord en vertu duquel seul un petit nombre d'otages vivants serait libéré. En outre, le Hamas conditionne les négociations de tout accord à des pourparlers sur la fin complète de la guerre, y compris des garanties internationales et une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Lors de réunions tenues cette semaine à Washington avec de hauts responsables de l'administration Trump, le ministre Ron Dermer a évoqué, entre autres, l'impasse dans laquelle se trouvent les négociations sur la libération des otages. Il est bien entendu que si les otages ne sont pas libérés, les combats se poursuivront, voire s'intensifieront. Des sources israéliennes ont souligné que l'administration Trump continue de soutenir pleinement la stratégie d'intensification de la pression militaire sur le Hamas. En parlant de pression militaire, la première phase de l'opération Osver Erev, qui a débuté le 13 mars, comprend jusqu'à présent des frappes aériennes sur des cibles du Hamas combinées à des raids terrestres ciblés. Selon le porte-parole de l'armée de l'air israélienne, l'armée de l'air israélienne a attaqué plus de 430 cibles depuis le début de l'opération. L'objectif principal des activités de Tsahal à Gaza est d'épuiser les terroristes du Hamas, d'éliminer le commandement et les rangs administratifs des organisations terroristes et, fondamentalement, de détruire son autorité sur Gaza. 10 jours après la reprise des combats dans la bande de Gaza, des sources israéliennes de haut rang ont souligné que l'opération atteignait ses objectifs. Où la population civile de Gaza se déplace à nouveau vers le sud et cette fois, contrairement au passé, le Hamas ne parvient pas à empêcher les habitants de se déplacer. Selon ces sources, les manifestations anti-Hamas observées ces derniers jours dans plusieurs endroits de la bande de Gaza, notamment à Beit Laria au nord, dans la ville de Gaza au centre et à Khan Younes au sud, sont une autre indication de l'efficacité de la pression militaire combinée à l'arrêt de l'aide humanitaire. Une évaluation de la situation par les services de renseignement israéliens a conclu que la dynamique sera opposée à celle que le Hamas espère créer, car les habitants se déplacent vers le sud et la foule dans les villes où les manifestations ont éclaté est très importante. La concurrence entre les habitants pour les ressources, y compris la nourriture et l'eau potable, s'accroît de jour en jour. Dans cette situation, le Hamas n'a pas de réponse pour le moment et cela pourrait élargir la révolte des habitants contre l'organisation terroriste. Il est probable que nous assisterons bientôt à d'autres manifestations dans d'autres régions de la bande de Gaza.
Bien entendu, le Hamas ne se contente pas d'observer ces manifestations sans rien faire. Le Hamas mène une opération visant à réprimer les manifestations qui ont éclaté contre lui dans la bande de Gaza ces derniers jours. Cette opération comprend des menaces, du harcèlement et des attaques contre les manifestants. En outre, au cours du week-end, les médias de Gaza identifiés au Hamas ont rapporté que 6 Palestiniens accusés de collaborer avec Israël ont été exécutés. Les portails médiatiques affiliés à l'opposition au Hamas ont également affirmé qu'ils donnaient l'impression qu'un cessez-le-feu était proche afin d'étouffer les protestations. Cela a eu un certain succès puisque depuis vendredi, aucune manifestation n'a été signalée dans la bande de Gaza et qu'aucune nouvelle vidéo n'a été publiée. Si je peux faire un bref commentaire à ce sujet, je dirais qu'il est extraordinaire que des manifestations organisées contre le Hamas aient eu lieu. Et car il n'y a manifestement pas de liberté d'expression dans la bande de Gaza, il n'y a pas de liberté de protester et le Hamas règne avec cruauté et violence. Si la population est prête à s'élever contre eux, même de façon limitée, elle doit avoir trouvé un courage incroyable. C'est probablement, vous le savez, trop tard. Et trop peu, on ne sait pas exactement quelles sont les véritables motivations, mais c'est tout de même remarquable. En Israël, les manifestations contre le Hamas sont perçues de manière positive et des préparatifs sont en cours pour les prochaines étapes, notamment samedi soir, lorsque le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le ministre de la Défense Israël Katz et le chef d'état-major Eyal Zamir ont discuté de la question de l'extension de l'opération Osve Erev. Et ce sujet a également été abordé dimanche au sein du cabinet de sécurité. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à rendre compte de chaque développement dans la bande de Gaza et comme toujours, nous vous invitons à faire partie de notre équipe en partageant nos vidéos sur YouTube et en nous suivant sur les médias sociaux et surtout, assurez-vous de prier pour la paix à Jérusalem. C'est ce qui fait toute la différence. Nous nous concentrons à présent sur l'arène nord, où Israël a modifié sa politique de réponse aux tirs de roquettes en provenance du Liban et à destination d'Israël. Au cours de la semaine dernière, 2 incidents se sont produits au cours desquels des roquettes ont été lancées depuis le sud Liban sur le territoire israélien. Samedi, l'armée de l'air israélienne a réagi en frappant plus de 20 cibles militaires du Hezbollah dans le sud Liban et dans le quartier de Daria à Beyrouth. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a fait une déclaration samedi soir pour rappeler à tous ceux qui n'ont pas encore compris la nouvelle situation au Liban. Ce pays, le Liban, a reçu aujourd'hui même un nouvel exemple de notre détermination. L'équation a changé. Ce qui s'est passé avant le 7 octobre ne se reproduira pas. Nous ne permettrons pas que l'on tire sur nos communautés, pas même un filet d'eau. Le ministre de la Défense, Israel Katz, a ajouté un avertissement. Si le calme ne règne pas dans les communautés de Galilée, il ne régnera pas non plus à Beyrouth, la capitale du Liban. Le sort de Kiryat Shmona, ville israélienne, est le même que celui de Beyrouth, capitale du Liban. Pour sa part, une source haut placée au sein du Hezbollah a déclaré à la chaîne El Mayadin que l'organisation restait pleinement attachée à l'accord de cessez-le-feu et n'avait aucun lien avec les tirs de barrage lancés depuis le sud du Liban en direction de la région de Kiryat Shmona. Il a affirmé que ces incidents font partie d'un prétexte suspect pour la poursuite de l'agression israélienne au Liban. Les services de renseignement israéliens ne savent pas avec certitude qui a lancé les dernières attaques à la roquette contre Israël, mais les opposants libanais au Hezbollah nous ont rappelé à tous que rien ne peut se produire au sud Liban sans que le Hezbollah n'en soit informé et ne l'approuve. Ces affirmations étaient vraies dans le passé et le restent aujourd'hui, puisque les terroristes de l'organisation et ses postes d'observation sont toujours déployés dans tout le sud Liban. Toutefois, le secrétaire général du Hezbollah, Naim Qassem, s'est exprimé samedi soir à l'occasion de la journée de Al-Quds, un jour plus tard qu'il n'avait prévu de faire une déclaration, et dans ses remarques, il s'est plaint que nous adhérions pleinement à l'accord. Mais pas Israël. Si Israël ne répond pas aux exigences et si l'État libanais ne parvient pas aux résultats souhaités, nous n'aurons d'autre choix que de revenir à d'autres options. Il a ensuite présenté l'accord de cessez-le-feu comme une réussite et a affirmé que la responsabilité reposait désormais sur les épaules du Liban. Nous avons réussi à empêcher Israël d'avancer à la frontière et nous sommes parvenus à un accord par l'intermédiaire de l'État.
le Liban doit maintenant agir pour mettre fin à l'occupation et empêcher Israël de réaliser des gains politiques. J'ai moi-même une déclaration à faire à tout partisan du Hezbollah qui regarderait ces vidéos, et toute autre personne intéressée devrait écouter attentivement ce que j'ai à dire. Le secrétaire général du Hezbollah, Naïm Qassem, est un vieil homme effrayé et confus, et ses discours fanfarons ne devraient être pris au sérieux par personne. La vérité est que le pouvoir du Hezbollah a été brisé. Il n'a plus la capacité de menacer Israël comme il l'a fait dans le passé, et il perd rapidement son influence, même au sein de la politique libanaise interne. Leur opinion sur la question de savoir si Israël et le Liban devraient améliorer leurs relations n'est pas pertinente, et leur vision d'un avenir où Israël et le Liban continueront à être des voisins hostiles a déjà été rejetée par la plupart des Libanais. Cela inclut même leur propre communauté chiite qu'ils prétendent représenter. Je vous invite à laisser un commentaire sur cette vidéo si vous êtes d'accord ou non, ou si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet. Et maintenant, nous revenons à l'actualité dans notre voisinage et nous nous tournons vers Mati Shoshani, analyste principal de TBN pour le Moyen-Orient, qui va nous présenter les développements entre les États-Unis et l'Iran et nous dire quelle est la position d'Israël dans tout ce tableau. Récemment, le président américain a envoyé une lettre aux dirigeants iraniens dans laquelle il écrivait « Nous sommes prêts à négocier, mais si vous rejetez cette main tendue, la réponse sera décisive et rapide. » Cette lettre constituait un ultimatum clair à l'Iran, tout en soulignant son désir d'un accord diplomatique sur le nucléaire. Quelle est la suite des événements et quelle sera la réponse de l'Iran ? À vous, Mati Shoshani, et dites-nous tout sur ce qui se passe. Ces 2 derniers jours, c'est un peu la même chose. En ce qui concerne les tensions entre les États-Unis et l'Iran, et plus particulièrement en ce qui concerne l'État d'Israël. Voici donc un récapitulatif de tout ce qui s'est passé. Les Iraniens, depuis de nombreuses années, ont fait la promotion de leur programme nucléaire. Ils promeuvent en même temps une doctrine qu'ils appellent la doctrine du cercle de feu. Je vous explique. Cette doctrine consiste essentiellement à promouvoir des organisations terroristes par procuration dans tout le Moyen-Orient pour menacer Israël et ses alliés, les Saoudiens, les Émiratis dans une certaine mesure, les Qataris dans une certaine mesure, et plus particulièrement Israël par le biais du Hamas, du Hezbollah, des Houthis et bien sûr du corps des gardiens de la révolution iranienne dans la mer d'Arabie et la mer Rouge. Voilà ce qui s'est passé jusqu'à présent. Depuis l'entrée en fonction du président Trump, les choses ont changé à plusieurs niveaux. Premièrement, les choses vont beaucoup plus vite. Et deuxièmement, le volume ou le niveau de la rhétorique extrême sur ce sujet a augmenté de façon spectaculaire. Je rappelle à tout le monde que lorsque le président Trump entre en fonction, le premier dirigeant international qu'il rencontre est le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Ils se rencontrent et parmi beaucoup d'autres choses, Trump dit en substance « Israël, nous assurons vos arrières ». Lorsqu'il s'agit du Hamas, nous vous soutenons. Et lorsqu'il s'agit des Iraniens en particulier, nous vous soutenons. La précédente présidence Trump a été marquée par une doctrine très claire à l'égard des Iraniens, une doctrine appelée pression maximale. Les États-Unis se sont retirés d'un accord qui portait sur la supervision des programmes nucléaires en Iran. Ils ont appliqué un maximum de sanctions et une pression internationale et diplomatique maximale sur les Iraniens. Et je tiens à préciser que cela a très bien fonctionné. Il a blessé le gouvernement iranien exactement là où il devait l'être. Il a exercé une pression diplomatique incroyable sur lui et c'est quelque chose qu'il veut éviter de répéter à nouveau. Mais cette fois-ci, les États-Unis et Israël, dans une moindre mesure, suivent une ligne de conduite légèrement différente à l'égard des Iraniens. Les États-Unis, et en particulier Donald Trump lorsqu'il est entré en fonction, ont dit quelque chose de très clair. Nous exerçons une pression maximale en matière de diplomatie, une pression maximale en matière de sanctions, et l'option militaire est totalement sur la table pour une fois. Mais ce n'était pas seulement des paroles en l'air, c'était aussi une action claire. Le président Trump entre en fonction et immédiatement, lui et le ministre américain de la Défense commencent à déplacer des forces vers l'Iran. De grandes quantités de navires, de grandes quantités d'avions et de bombardiers stratégiques B-2 se dirigent vers cette région. Les Iraniens en ont pris note. Ils ont très clairement déclaré qu'ils n'aimaient vraiment pas cette ligne de conduite, ce qui signifie probablement qu'elle fonctionne incroyablement bien. Dans le même temps, ils ont déclaré que ce n'était pas ainsi que l'on négociait dans de bonnes conditions. Et à cela, je ne peux que répondre. Très drôle, l'Iran. Les Iraniens sont passés maîtres dans l'art de la manipulation et de la négociation, et ils savent ne faire durer les discussions à l'infini. Et cette affaire n'est pas différente de toutes celles qui ont eu lieu par le passé. Nous sommes donc à la fin du mois de mars, et la situation est plus tendue qu'elle ne l'a été depuis très longtemps en ce qui concerne l'Iran.
les États-Unis ont déployé une quantité incroyable de forces dans cette région. Toute la logistique, toute la main-d'œuvre, toutes les armes nécessaires à une attaque complète contre l'Iran. Non seulement cela, mais en même temps qu'ils font monter les enchères ou la pression sur l'Iran en matière de diplomatie et de pression militaire, quelque chose d'autre se produit également. Les États-Unis bombardent les rebelles Houthis au Yémen comme jamais auparavant. Cela découle d'une déclaration du président Trump qui a dit aux Iraniens « Quoi que fassent vos mandataires Houthis, c'est vous qui le faites. S'ils ont besoin de représailles, nous les exercerons également. Vous êtes responsables des actions menées par les rebelles Houthis. Et les Iraniens n'aiment vraiment pas cela. En fait, je pense que cela les a beaucoup effrayés parce qu'ils ont commencé à faire marche arrière et à dire « Non, 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 ce n'est pas nous, ce sont les rebelles Houthis ». Les Iraniens ont donc essayé de se dissocier des actions des Houthis et les États-Unis ont déclaré une chose « Nous ferons pression sur vous en matière de diplomatie, de sanctions et d'actions militaires ». Israël, bien sûr, en fait partie dans une certaine mesure. Nous avons assisté à une légère escalade des attaques menées par les rebelles Houthis contre Israël, mais nous avons davantage l'impression qu'il s'agit d'une attaque symbolique au cours des 2 dernières semaines, avec une roquette par-ci et une roquette par-là, plutôt que d'une tentative globale de déstabilisation de la région. Ce que nous n'entendons pas vraiment dans les journaux et qui se passe en arrière-plan, c'est que les Iraniens, par l'intermédiaire des Houthis, et je pense aussi par l'intermédiaire du CGRI, si je comprends bien les titres ou si je comprends bien les informations entre les titres, ont lentement augmenté le volume de leur pression dans la mer d'Arabie. Et cela demande à être compris et décortiqué. Et les Iraniens n'opèrent pas dans cette partie du monde par une guerre totale. Ils n'essaient pas de battre l'armée, la marine, l'armée de l'air ou les marines des États-Unis. Ce n'est pas leur objectif. Ce qu'ils essaient de faire, c'est de déstabiliser. La méthodologie du terrorisme consiste à déstabiliser et à semer la peur dans le cœur de ses ennemis. Et les Iraniens sont passés maîtres en la matière. Ce qu'ils essaient de faire dans cette région, ils essaient de s'opposer au, appelons-le flux vertueux ou à la vague vertueuse promue par l'administration américaine. Quel est ce flux? Quelle est cette vague de pensées et d'actions? Il s'agit des États-Unis qui arrivent dans la région en disant « Nous voulons parvenir à un accord qui permette à Israël de conclure un accord avec le Hamas, qui permette au Hamas de se débarrasser de ses armes, qui permette au Hezbollah de ne pas redevenir une force de combat au Liban, qui permette à la Syrie de se stabiliser et de ne pas nuire à ses minorités, et surtout qui permette de repousser les Iraniens. Et le plus important, c'est que nous puissions maintenant commercer, échanger des informations, des idées et partager des moyens de sécurité. Et ils envisagent de le faire avec les Saoudiens, les Émiratis, les Qataris et surtout avec Israël. Et bien sûr, je dis cela en me tenant en Israël. Pour nous, il s'agit d'une victoire énorme, énorme, lorsque tout cela se concrétisera. Les Iraniens observent ce mouvement de pensée et se disent que c'est exactement ce à quoi ils veulent s'opposer. D'une part, nous voulons être à la table, nous ne voulons pas être relégués au second plan en ce qui concerne la géopolitique du Moyen-Orient. Deuxièmement, ils veulent être à l'avant-garde des discussions et des événements dans cette partie du monde. Et les États-Unis les éloignent précisément de ce rôle. Où cela nous mène-t-il? Nous nous trouvons dans une situation très intéressante où, pour la première fois depuis très longtemps, l'Iran est vraiment prudent et inquiet. Et il devrait l'être à propos des actions américaines contre eux. Pour la première fois depuis très longtemps, les États-Unis et Israël ont la capacité, les moyens, le soutien politique, la logistique et les plans nécessaires pour attaquer les Iraniens, démanteler la majeure partie de leur programme nucléaire, mettre leur gouvernement à genoux comme ils ne l'ont jamais fait auparavant et exercer en même temps une pression internationale par le biais de sanctions, d'un étouffement financier et de la diplomatie afin de pousser les Iraniens à conclure un accord prévoyant le démantèlement de leur programme nucléaire militaire et qu'ils s'assoient à la table des négociations pour renégocier leur position au Moyen-Orient. Les Iraniens ont réagi de manière intéressante. Ils disent « Écoutez, nous voulons négocier, mais nous voulons que vous vous engagiez à cesser vos actes d'agression. » Et bien sûr, cela n'a aucun sens. Lorsque vous faites la guerre, vous ne retirez pas de la table l'arme chargée lorsque vous essayez de négocier contre un adversaire comme les Iraniens. Le gouvernement américain a fait preuve d'une grande sagesse et le gouvernement israélien a fait de même. Ils ont mis sur la table, devant les Iraniens, une capacité réelle, palpable, véritablement capable de bombarder leurs installations nucléaires d'une manière qui démantèlera probablement complètement leur gouvernement. Les Iraniens le savent et en ont peur. Cela les conduit à un point dans la négociation où ils doivent exactement se retrouver. Ils devraient craindre la réponse et y répondre en négociant un pacte, un accord qui les empêcherait d'envoyer leur argent, leurs fonds, leurs armes et leur réseau de terrorisme dans tout le Moyen-Orient et qui les obligerait à démanteler leur programme nucléaire. La seule façon
d'assurer la stabilité de cette partie du monde et de démanteler définitivement la capacité nucléaire iranienne et de s'opposer à ce qu'on appelait le cercle de feu, et que j'appelle aujourd'hui encore l'exportation du terrorisme, parce qu'ils ont désormais beaucoup moins de succès que par le passé. Et il y a un autre élément important ici que j'aimerais souligner, le choix du moment. Plus que jamais, le moment est opportun pour frapper les Iraniens. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu beaucoup de leur levier de pouvoir. Ils ont perdu le Hamas, ils ont perdu le Hezbollah dans une certaine mesure, et ils ont même perdu une partie de l'intimidation qu'ils exerçaient par les multiples attaques israéliennes à l'intérieur des frontières de l'Iran proprement dit. Tout cela réunit les conditions idéales pour qu'Israël, les États-Unis et l'Iran parviennent à un accord dans lequel l'Iran n'aurait plus de capacité nucléaire et cesserait d'exporter le terrorisme dans toute la région. Merci beaucoup Mati d'avoir mis de l'ordre dans tout ce chaos. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à vous informer de la vérité et à vous apporter tout ce qui est brûlant au Moyen-Orient sur ce qui se passe sur le terrain en Israël. N'oubliez pas de continuer à répandre la vérité. Et une seconde avant de passer à la terreur psychologique de l'organisation terroriste Hamas contre nos otages, je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement si vous ne l'avez pas encore fait. Plus loin, l'armée américaine a lancé de nouvelles frappes sur les Houthis au Yémen au cours du week-end, y compris dans les quartiers de la capitale yéménite, Sanaa. L'opération lancée par les Américains contre les Houthis, soutenue par l'Iran, entrera demain dans sa 14e journée, mais il semble qu'elle ait jusqu'à présent du mal à atteindre son principal objectif, à savoir la dissuasion, car aujourd'hui encore, les Houthis ont lancé un missile balistique en direction d'Israël et nous avons dû nous mettre à l'abri dans tout le pays. Samedi soir, le président des États-Unis, Donald Trump, s'est exprimé sur les frappes, affirmant que les Houthis voulaient absolument que nous arrêtions. Je peux dire que nos frappes quotidiennes et nocturnes ont été couronnées de succès au-delà de nos attentes les plus folles. Nous continuerons à le faire pendant très longtemps. Nous pouvons continuer longtemps. Toutefois, les services de renseignement israéliens indiquent que jusqu'à présent, les Houthis n'ont pas été dissuadés de poursuivre leurs attaques. Ils continuent de tirer des missiles balistiques presque quotidiennement en direction d'Israël et obligent le commerce maritime mondial à contourner l'Afrique au lieu de passer par le canal de Suez en Égypte, ce qui raccourcirait considérablement les délais d'acheminement des marchandises. En outre, ils ont tenté à plusieurs reprises d'attaquer les navires américains naviguant en mer Rouge et dans l'océan Indien, y compris le porte-avions USS Harry Truman, bien que le Pentagone affirme que ces attaques n'ont pas causé de dommages ou de pertes aux forces américaines. D'autre part, le Wall Street Journal a cité un fonctionnaire du ministère américain de la Défense qui a déclaré que l'armée américaine était en mesure de confirmer que plusieurs hauts dirigeants Houthis avaient été éliminés lors des frappes au Yémen. Selon lui, les capacités détenues par les Houthis découlent principalement de près de 10 ans d'assistance iranienne. Il a ajouté que les Houthis sont connus pour leurs fausses affirmations qui minimisent nos attaques et exagèrent leur succès. Leurs messages sont basés sur des mensonges. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à rendre compte de tous les développements concernant le mandataire iranien au Yémen. Comme toujours, nous vous demandons de nous aider en partageant nos vidéos sur YouTube et en nous suivant sur les médias sociaux. Nous concluons notre rapport d'aujourd'hui en examinant les efforts déployés pour obtenir la libération de nos otages qui sont toujours détenus à Gaza par les horribles terroristes du Hamas. La chaîne de télévision saoudienne Al Arabiya a rapporté samedi soir que, selon des sources égyptiennes, le Hamas aurait fourni aux médiateurs des informations sur l'état de santé du soldat kidnappé Idan Alexander, qui possède la nationalité américaine. Tsahal a également confirmé que lors d'une opération menée par nos forces, des restes associés au corps du soldat Meni Menarem, assassiné et enlevé par l'organisation terroriste du djihad islamique le 7 octobre, ont été localisés. L'armée israélienne a déclaré que les restes avaient été retrouvés dans un avant-poste du djihad islamique à Rafah, dans la partie sud de la bande de Gaza. Mais le corps de cet otage est toujours détenu dans la bande de Gaza et les efforts pour localiser et ramener son corps complet en Israël se poursuivent. Les représentants de l'armée israélienne ont informé la famille Godard et continueront à la soutenir.
À ce jour, 59 otages sont détenus par des organisations terroristes dans la bande de Gaza. 35 d'entre eux ont été déclarés décédés. Entre-temps, l'organisation terroriste Hamas a informé les médiateurs qu'elle était prête à libérer 5 otages vivants et les dépouilles des otages décédés en échange du renouvellement d'un cessez-le-feu jusqu'à la fin de la Pâque, mais elle exige un engagement pour une discussion sur les garanties d'un cessez-le-feu permanent dès maintenant. Israël insiste actuellement sur les grandes lignes présentées par l'envoyé de Trump, Steve Witkoff, qui exige la libération de 10 otages vivants. Le bureau du Premier ministre a déclaré en réponse au rapport sur les grandes lignes que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a tenu une série de consultations hier à la suite de la proposition reçue des médiateurs et a précisé qu'Israël a présenté sa contre-proposition aux médiateurs en pleine coordination avec les États-Unis. Au milieu de toutes ces démarches diplomatiques, le Hamas a publié samedi une deuxième vidéo difficile à regarder d'Elkana Bourboud, dans laquelle il demande à retrouver sa femme et son fils. Dans cette vidéo, on l'entend dire « La vraie guerre psychologique, c'est moi qui la mène contre moi-même, me réveillant tous les matins sans mon fils. J'étouffe, j'ai peur de mourir à tout moment. » On le voit ensuite pleurer à chaudes larmes et supplier qu'on le sauve de la captivité. Il finit par s'agenouiller sur le sol et se couvrir le visage de ses mains en signe de désespoir. Derrière lui, on voit une photo du Premier ministre Benjamin Netanyahou. La vidéo a manifestement été scénarisée et montée par l'organisation terroriste du Hamas afin d'en tirer le maximum de profit en termes de propagande. Et nous ne montrerons pas cette vidéo parce que nous ne voulons pas coopérer avec leur agenda. À la place, nous allons vous parler un peu d'Elkana. Il vit dans la communauté de Meva Seret Zion, non loin de chez moi, et est marié à Rivka, qui a fait son alia en Israël depuis la Colombie, et à leur fils de 4 ans, Ram. Il a été enlevé à la fête Nova, où il travaillait en tant qu'employé logistique pour la société de production. Il a fêté son 36e anniversaire la semaine dernière, dans la bande de Gaza en captivité avec le Hamas. Alors les amis, continuez à répandre la vérité, partagez et suivez-nous. Et surtout, priez pour la paix de nos otages qui sont détenus dans la bande de Gaza par les terroristes du Hamas. Priez pour qu'ils rentrent rapidement chez eux, en sécurité. Continuez à prier pour les soldats de Tsahal, où qu'ils se trouvent, qu'ils nous défendent en Syrie contre les terroristes, au Liban contre le Hezbollah, dans la bande de Gaza contre le Hamas ou en Judée et Samarie. Prions pour leur bien-être afin qu'ils ressentent la paix de Dieu. Prions pour tous les civils qui sont touchés par ces groupes terroristes dans cette région et surtout, unissons-nous dans la prière pour la paix de Jérusalem.